sais, moi, je me rappelle quand je suis rentré ici en 2004, on devait vendre 300-400 vélos par année. Puis cette année, j'ai pas les chiffres exacts, mais avec le boom en plus de la COVID, à mon avis, on va être entre 4500 et 5000. Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 39e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à notre podcast sur iTunes ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matins. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant près de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous êtes un commerçant en ligne et que vous désirez passer de croissance à hypercroissance, rendez-vous au www.j7media.com et demandez à parler avec un de nos conseillers. En l'espace de quelques jours seulement, notre équipe saura vous bâtir un plan de match afin de faire grandir votre entreprise. Le terme entrepreneur est devenu très populaire au cours des 5 à 10 dernières années. Par contre, un autre type de profession en affaires risque également d'avoir la cote dans le futur. Selon la CTEQ, près de 35 000 entreprises prévoient fermer ou vendre leur compagnie au Québec d'ici 2022. Énormément de possibilités sont donc à prévoir pour les gens qui pensent racheter des organisations déjà existantes. Le reprenariat risque donc d'être très en vue dans les prochains mois et c'est exactement le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Mon invité du jour, Philippe Desgagnés, propriétaire de l'entreprise Mathieu Performance, va nous expliquer le chemin qu'il a parcouru afin de prendre les rênes de l'entreprise qu'il a joint en 2006. L'épisode d'aujourd'hui est parfait pour les gens qui pensent acheter une entreprise dans un futur rapproché. Sans plus attendre, ma discussion avec Philippe Desgagnés. Philippe Desgagnés, tu es propriétaire de l'entreprise Mathieu Performance, une compagnie fondée il y a près de 80 ans maintenant et qui se positionne comme un leader canadien dans la vente de vélos. Votre croissance très rapide vous a obligé à agrandir vos locaux 4 fois dans les 18 dernières années. Philippe Desgagnés, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mais ça me fait plaisir, Antoine. Philippe, l'objectif avec l'entretien est d'en apprendre plus sur les défis rencontrés quand on a à reprendre une organisation. Parce que oui, toi, tu as repris l'organisation de Mathieu Performance il y a quelques années. Et si je me trompe pas, ça fait environ 10 ans maintenant que tu es propriétaire de l'entreprise. Et j'aimerais ça, si possible, si tu pouvais nous expliquer l'évolution que l'entreprise a eue depuis 2010 quand tu es devenu un petit peu capitaine de cette entreprise-là. Ben, en fait, je ne suis pas tout à fait le capitaine encore. Donc, je suis copropriétaire. La transition finale, on est en train de la faire. Donc, on est 2 actionnaires actuellement. Je vais éventuellement racheter les parts de mon associé actuellement qui, lui, va partir à la retraite. Mais ceci étant dit, effectivement, moi, j'ai fini l'université en 2009. Il me restait une session. J'ai étudié en administration des affaires. J'ai fait une majeure en marketing. Puis, moi, dans ma tête, je m'en allais travailler dans une boîte ou pour une grande entreprise. C'était pas... vendre des vélos, c'était ce qu'on dit une job d'étudiant. J'avais commencé à travailler à la boutique en 2004, au cégep, même, ouais, début cégep, fin secondaire, début cégep. C'était vraiment un job juste pour m'amuser, si on veut. Puis forcément, à force de vendre des vélos, à force d'être présent, puis en plus, une anecdote, à ma 2e année, je me suis cassé le poignet en vélo de montagne. Donc, j'ai pas pu faire de vélo de l'année. Quand tu peux pas faire de vélo, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles. Fait que c'est là vraiment que la piqûre s'est vraiment développée là, pour la business où est-ce que je suis actuellement. Donc, je faisais pratiquement tous les chiffres. Puis, j'ai monté quand même assez rapidement dans l'entreprise. Comme je te dis, les 2 propriétaires originaux se sont associés. Là, ils ont repris ça en 2002-2003. Moi, je suis rentré en 2004. De 2004 jusqu'à 2009, j'étais employé. Puis en 2009, on m'a offert la possibilité de m'associer, dans le fond, avec les 2 autres propriétaires qui étaient là en place. Puis, j'ai fait, pourquoi pas? T'sais. Donc, c'est spécial. J'ai jamais fait de CV de ma vie. J'ai jamais appliqué pour avoir un emploi. Je sais pas c'est quoi. Donc, je suis tout embarqué ici. Puis, depuis ce temps-là, écoute, j'ai racheté tranquillement des parts jusqu'à ce qu'on soit finalement 2. Puis, c'est ça. L'autre transition va se faire dans les prochains mois, prochaines années. Intéressant. Puis, je suis curieux. Donc, tu as été employé, de ce que je comprends bien, 2004 jusqu'à 2010, ouais. 2009-2010. Exact. Donc, tu as pris la chance, tu as eu la chance, on va dire, de voir un petit peu comment le modus operandi de l'organisation fonctionnait. Puis, comment c'est venu
à tes oreilles? Comment sont venues les discussions de dire « Hey Philippe, on te voit aller, tu as du leadership, tu es bon dans ce que tu fais. Nous, bon, de ce que j'ai l'impression de comprendre, on pense à notre retraite. Voudrais-tu reprendre l'organisation? » Est-ce que ça s'est fait comme ça? Est-ce qu'il y a une anecdote que tu pourrais nous raconter par rapport à ces différentes discussions-là? Ben en fait, ça s'est fait un peu naturellement. C'est que moi, tu sais, je voyais mes études s'en venir. Fait que je savais l'implication et l'importance que j'avais dans l'organisation parce qu'à cette époque-là, on n'était pas tant que ça. On avait un bâtiment principal avec un petit entrepôt. On vendait quelques centaines de vélos par année. C'est vraiment pas où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ben, moi, tu sais, souvent, je faisais des blagues là, à mes anciens patrons, si on veut, qui sont devenus mes assistants, en disant, ben là, il va falloir que vous trouviez quelqu'un d'autre à un moment donné là, pour placer les commandes, puis les vendre, ces vélos-là, puis j'ai formé le staff et tout ça. On va m'en aller bientôt. Puis à force, tu sais, moi, je blaguais, mais dans le fond, c'était un peu vrai. J'avais pas tant commencé à regarder, mais je les prévoyais. Puis littéralement, il y a un jour, un des actionnaires qui est maintenant aujourd'hui mon partenaire, qui m'a invité chez lui. Puis qui m'a assis, puis qui m'a commencé à expliquer, il dit, t'as-tu pensé, toi, à reprendre ça, un magasin de bicycles? J'étais comme, pas en tout, là, c'est comme vraiment pas. Ben, j'ai une opportunité pour toi. Puis tu sais, moi, j'étais comme, écoute, je connais pas ça tant que ça, la reprise d'entreprise, puis les actions, puis passer chez le notaire, puis les comptables, puis les états financiers, tu sais, toutes des affaires que tu connais les termes, mais quand tu n'as jamais pris le temps de regarder ça, puis, écoute, il n'y a pas de problème. Je vais te présenter un comptable, je vais te présenter le notaire, je vais te présenter tout ce beau monde-là. Puis on s'est entendu, dans le fond, pour ouvrir une porte. Donc, on s'est entendu avec un tout petit pourcentage pour commencer, avec une petite implication de ma part financièrement. C'était vraiment juste pour comme pouvoir m'introduire à la business. Puis, ils ont toujours été très, très, très corrects, parce qu'on le sait, je veux dire, souvent, tu as le challenge quand tu veux racheter des parts. Tout le monde a un peu le même challenge de dire, bon, ben, payez-moi pas ou payez-moi moins, mais à un moment donné, il faut gagner notre vie. Puis, quand on a 22, 23 ans, bon, on n'a pas nécessairement une maison payée qu'on peut prendre en garantie ou on n'a pas nécessairement les assises pour s'asseoir là, à la banque puis les convaincre de me prêter 500 000, 1 million, 1,5 million pour acheter un magasin. Fait qu'eux, ils m'ont donné ma chance de pouvoir acquérir des parts à un coût intéressant. Puis, comme on m'a toujours dit, c'est pas. Ils n'ont jamais vu ça comme une perte ou une dépense. Ils ont vu ça comme un investissement parce qu'ils savaient que pour aller plus loin, puis ça, les deux propriétaires originaux étaient quand même ambitieux là-dessus, à vouloir, à pas s'asseoir sur leur laurier puis à vouloir s'améliorer. Ben, ils savaient qu'il y avait besoin de s'associer, de s'entourer de bonnes personnes. Ça a l'air que j'étais la bonne personne. Fait qu'on m'a permis là, de racheter des parts là, quand même plusieurs étapes. Puis ça s'est accéléré évidemment avec les dernières années. Voilà, non, ça s'est fait un peu, je dirais vraiment à la bonne franquette. On s'est assis, ça s'est bien froidement, tu veux dessus, voici la possibilité, voici l'état de l'entreprise. Il y a un potentiel de croissance. Puis j'ai fait, ben, je trouvais que j'avais rien à perdre. J'avais juste à gagner, tu sais, c'était je regardais la situation, je disais, OK, je peux aller faire ce projet-là, versus je peux juste me trouver un job. Bon, ben, je vais l'essayer. Puis je me disais, bon, si ça ne marche pas, je revends mes parts. Puis je veux dire, c'est pas plus grave que ça. Là. Je veux dire, je vais juste avoir acquéri des connaissances et de l'expérience. Puis, ben, en plus d'acquérir des connaissances, ben, écoute, ça a marché. Ça a marché, puis c'est ça que j'allais dire, c'est qu'au cours des 10 dernières années, si on regarde un petit peu les différentes biographies qui peuvent se retrouver sur votre site Internet, médias sociaux, etc., il y a l'air d'avoir eu plusieurs initiatives afin de faire croître l'entreprise. Et d'ailleurs, ces initiatives-là, la majeure partie d'entre elles ont fonctionné. Si je me trompe pas, puis corrige-moi si je me trompe, vous êtes rendu à 6 buildings pour avoir tout votre inventaire. Vous avez une salle de monde. Vous êtes dans les seuls au Canada, je pense, à avoir une salle de monde de la sorte. Puis, moi, je serais curieux, Philippe, si tu peux nous dire, est-ce que cette vision de croissance-là, est-ce que cette vision de grandir année après année, elle était déjà intégrée quand toi, tu es rentré en tant qu'employé en 2004, 2005, 2006, ou c'est quand tu as repris tranquillement, pas vite, les rênes, une étape à la fois, que c'est toi qui as instauré cette vision de croissance, d'hyper-croissance-là, pour faire en sorte que de plus en plus, vous deveniez un leader dans votre industrie? En fait, c'est vraiment la vision que mon associé et moi actuel, on avait.
la réalité, c'est quand que mon associé actuel a acheté avec le propriétaire à l'origine. Mais tu sais, le temps, quand tu achètes nous ici, on possède toutes nos bâtisses. Donc, la première règle, c'est qu'on loue absolument rien. Fait que, évidemment, en termes de coût, quand tu veux acheter une bâtisse commerciale avec 35% de mise de fonds, puis on sait le coût des bâtisses, des fois, ça prend plus de temps que juste se trouver un local puis un bail. C'est quand même assez facile. Donc, je te dirais, d'acheter la première bâtisse, ça a été le gros step. La deuxième, ça a pris quand même un certain temps. Ça a pris plusieurs années avant que le petit entrepôt, qui était minuscule, là, je veux dire, puisse être acheté. Mais c'est à force d'être prudent au niveau des dividendes, de réinvestir l'argent dans la compagnie, de rembourser les prêts hypothécaires qui créaient une équité. Bon, on s'est servi de cette équité-là, c'est là que c'est comme une conjoncture c'était notre objectif, mon objectif, parce que j'avais quand même aussi, j'ai un background d'études en gestion urbaine immobilière, puis mon associé actuel a étudié en gestion urbaine immobilière. Donc, on sait que la richesse dans une entreprise, souvent, surtout pour des PME, des propriétaires uniques, tout ça passe par l'immobilier. Ce qu'on vend, les produits qu'on vend nous permettent de gagner notre vie, mais ce qui a la réelle, le gros chunk, si on veut, d'argent, la grosse valeur à la fin, c'est les bâtisses. Et nous autres, ça a toujours été une stratégie d'avoir nos propres bâtisses, puis ça a un peu coordonné que je dirais là, à partir de peut-être 2011-2012, c'est là que ça a explosé. Les acquisitions se faisaient là, de manière quand même plus agressive parce qu'on avait d'équité, parce qu'on a été prudent pendant plusieurs années. Puis, on voyait aussi, c'est toujours un peu une combinaison de plusieurs facteurs. On avait des fournisseurs, on a été capable d'aller chercher des exclusivités avec certains fournisseurs à ce moment-là qui étaient des fournisseurs majeurs. Donc, nous, ça nous donnait une sorte de, si tu veux, une police d'assurance pour dire, OK, bon, sachant qu'on va avoir un gros territoire, on peut peut-être se commettre un peu plus on peut stretcher un petit peu la situation parce qu'on sait que ça va marcher, on sait que ça va payer. Puis comme de fait, les résultats ont été là. Puis ça nous a permis, c'est ça, d'acquérir, on a 31 000 pieds actuellement dans 6 bâtisses en plein cœur de la ville là, de Québec. Là, aujourd'hui, en 2020, 2021, on essaierait de... Là, des fois, on se dit, hey, ça prend plus grand, ça prendrait 40 000 pieds, mais on ne veut pas nécessairement déménager de notre secteur. Ben, c'est trouver une bâtisse de 40 000 pieds carrés en ville. Ça n'existe pas. Puis nous autres, on l'a inventé, c'était toutes des bâtisses qui étaient collées, mais qui étaient séparées l'une de l'autre. Donc, on a trouvé avec l'architecte, avec la ville, des manières de les fusionner l'une dans l'autre pour que ça devienne des grosses bâtisses, pour que les clients puissent circuler d'un bâtiment à l'autre. Donc, ça a été quand même toute qu'une règle, là, je te l'assure. Puis je suis curieux, ça vient d'une demande accrue? Est-ce que c'est qu'à chaque année, vous avez vu vos ventes, vous avez vu qu'il y avait une augmentation, il y avait une demande de plus en plus intense, peut-être que vous avez vu également des compétiteurs s'éclipser, donc il y avait une part de marché à aller chercher. D'où est-ce que cette vision d'acquisition de building-là est venue? Bien, c'est sûr que du fait que l'expérience passée de mon actionnaire, de mon partenaire actuellement était dans l'immobilier, bon, il y avait toujours cet intérêt-là qui était un peu greffé dans sa tête de pouvoir développer l'immobilier. Puis, on vend, on est chanceux, on était capable d'avoir des bâtiments avec un pied carré qui était abordable. C'est des bâtiments qui nécessitaient quand même beaucoup de rénovation. On les a fait. Et on vend des produits qui sont dispendieux, qui prennent de la place. Donc, là, on voyait la demande augmenter. On voulait, nous autres, augmenter notre offre. Parce qu'à chaque fois, les gens rentraient, avez-vous tel produit, avez-vous telle affaire, avez-vous telle taille, avez-vous... Puis là, c'était toujours, c'est vrai, il y a un marché. Puis là, forcément, à force de se faire dire, hey, vous devriez vendre ci, vous devriez vendre ça, là, tu te dis, OK, j'ai de la demande pour rentrer, je sais pas, moi, 100 modèles de vélo de plus. 100 modèles de vélo de plus à 2, 3, 4 000 $ l'unité, ça paye une hypothèque en tabarnouche. Fait que tu pouvais, c'est pas long, là, je veux dire que tu vends quelques vélos, puis ton bâtiment, tes frais sont payés. Donc, ça nous donnait l'opportunité de pouvoir acquérir une autre bâtisse puis de prendre de l'expansion. Parce que, on est passé, moi, je me rappelle quand je suis rentré ici en 2004, on devait vendre 300-400 vélos par année. Puis cette année, j'ai pas les chiffres exacts, mais avec le boom en plus de la COVID, à mon avis, on va être entre 4500 et 5000. Ça commence à être costaud. Je veux dire, ça fait du vélo. Oui, puis ça fait beaucoup de staff aussi. On est 72 cette année. Puis, on n'est pas de trop, là. Je veux dire, il n'y a personne qui se tourne les pouces.
Il n'y a personne qui attend là, que les choses se passent. Là. Tout le monde a un rôle à jouer important. Fait que, oui, on a vu l'opportunité, la demande était là, on voyait l'opportunité. Puis, c'est particulier dans le vélo parce que c'est un domaine qui est quand même, les marchands de vélo, c'est assez traditionnel. On regarde certains marchands aujourd'hui, bien, ils étaient là il y a 30 ans, puis leur setup n'a pas tant changé. Ils vendent les mêmes marques, ils font, c'est la même équipe ou presque. C'est très souvent des business familiales, le papa, la maman, le fils veut leur prendre ça. Il n'y a pas toujours nécessairement soit la capacité, que ce soit une capacité financière, une capacité, un intérêt à grossir. Puis, nous, dans le vélo, on n'a comme pas tant de modèles. À part de regarder ce que des sports experts, des sales ont pu faire comme gros magasins de sport, dans le vélo, des gros magasins de vélo, il n'y a pas tant que ça. Là, je veux dire. Puis c'est tous des magasins indépendants, c'est pas des chaînes. Il y a un potentiel. On a juste regardé ce qui se faisait dans l'industrie de la moto, dans l'automobile, avec des gros concessionnaires, des gros setups. Il y a un potentiel qui était là, mais qui était sous-exploité. Donc, ça prenait une bonne dose de guts. Puis aussi d'être capable d'être structuré, d'être ordonné, de dire je vais me priver là pour que ça paye plus tard. Ça a toujours été un peu la philosophie. Là. On vit pas au-dessus de nos moyens, on se prend pas des salaires qui sont complètement ridicules, comme je parle des fois avec des gens dans d'autres industries, puis c'est fou, je veux dire, comment il y en a des propriétaires d'entreprises qui siphonnent l'argent de la compagnie, qui laissent le minimum juste pour que la compagnie ne ferme pas, mais qui siphonnent tout l'argent, bien ça limite la croissance, ça limite le potentiel. Ben oui, ça va payer contre toi plus tard si tu prends tout l'argent maintenant, et ça va payer pour toi plus tard si tu es capable d'avoir une vision, comme vous l'avez eu, de croissance, de réinvestissement d'une partie des profits dans l'organisation, parce qu'à un certain point, la croissance, ça va pas se financer toute seule. Faut qu'on ait une vision et qu'on soit capable de mettre de l'argent derrière ça. Parlant d'argent, financement, tu as dit quelque chose d'assez intéressant un petit peu plus tôt dans la discussion. Où est-ce que tu mentionnais que souvent, quand un repreneur va rentrer dans une organisation, souvent, on va commencer à acheter une petite partie des actions de l'entreprise, pas nécessairement un gros chunk au début, juste pour montrer un certain intérêt. Et souvent, ces achats-là vont se faire, on va dire, en utilisant le salaire actuel de la personne qui va devenir le repreneur et en réduisant ce salaire-là. Et la compensation, va pouvoir à un certain point devenir l'équité que tu vas aller chercher. Donc, disons, on prend un exemple très simple, tu fais 100 000 $ de salaire, puis les actions que tu vas aller chercher dans l'organisation valent 250 000 $. Mais disons, tu vas réduire ton salaire à 50 000 $ et ce 50 000 $-là, sur, disons, une période de 5 ans, va te faire en sorte que tu vas racheter les parts qu'on t'a donné la chance d'aller acheter. Petit contexte, et je reviens à ma question, est-ce que c'est une manière que tu considères qui est fonctionnelle de travailler comme ça, ou du moins, tu es quasiment mieux à un certain point d'aller à la banque et de faire, on va dire, entre parenthèses, le cash down pour aller acheter les actions qu'on t'a proposé de reprendre dans l'entreprise? Non, moi, j'ai aucun problème avec l'option de prendre une partie du salaire. C'est juste que des fois, ça dépend aussi de la valeur de l'entreprise aussi. Il y a des fois, tu regardes la valeur d'entreprise, puis tu te dis, même si on m'enlève 25, 30, 40 000 $ de mon salaire, même si des mises de fonds, des fois de 200 000 ne représentent que 2, 3, 4 % d'une entreprise. Je pense que c'est relatif un peu à chaque business un peu est différente, chaque stratégie. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise stratégie. Moi, ici, l'approche qu'on a eue, c'était, c'est sûr qu'on m'a offert des actions à un tarif qui était compétitif. Je suis chanceux, j'ai des parents qui ont pu me prêter des sous, donc j'ai pu emprunter sur la valeur de la maison de mes parents à un taux d'intérêt qui était beaucoup plus intéressant que si moi je m'en allais à la banque. Puis dans le fond, ça m'a permis d'acquérir un pourcentage qui aujourd'hui, là, si je voudrais racheter toutes les parts de mon partenaire, ben j'ai assez d'équité si on veut, j'ai ma mise de fonds. Je voudrais juste aller à la banque et dire, je prends cette mise, ces actions-là que je possède. C'est ma garantie. Puis bon, la banque maintenant va me prêter le reste. Ça va se faire là, sans trop de problèmes. Mais c'est sûr que ça prend des entreprises pour faire ça. Quand tu vas à la banque et tout ça, ça prend des entreprises qui sont solides, avec des bilans qui sont sains, dans des industries qui sont saines. Commerce au détail, c'est jamais évident. On a, il y a une tonne de commerce au détail qui ne marche pas pour quelques-uns qui marchent très bien. On est chanceux, honnêtement. Ça va très, très bien. Mais c'est ça, je pense que c'est le conseil que je peux donner, c'est vraiment de s'asseoir et c'est de voir aussi c'est quoi l'intérêt, par exemple, du propriétaire qui veut commencer à vendre des parts.
C'est parce qu'il veut prendre sa retraite, c'est parce qu'il a besoin d'aide pour de la croissance. T'sais, comme moi, eux autres ne l'ont jamais vu. Comme je dis, le fait de, exemple, qu'à l'origine, les deux propriétaires auraient, je sais pas, admettons que j'achète 20%, ils perdent chacun 10%. Ils n'ont jamais vu ça comme une perte. Ils n'ont jamais vu ça négativement de passer, exemple, de chacun 50 à chacun 40. Parce qu'ils se disaient, j'aime mieux avoir 40% de quelque chose qui vaut 15 millions, on va dire un chiffre en l'air, que 50% de quelque chose qui vaut 5 millions. Donc, tu sais, c'est vraiment l'esprit, l'idée derrière nous autres, notre stratégie. Mais c'est sûr, si l'option du salaire, la personne est capable de le faire, il faut que la personne aussi gagne un salaire qui est assez suffisant pour qu'il y ait une mise de fonds que ça ne prenne pas non plus 15 ans. Là. Mais c'est pas une mauvaise. C'est un peu une hybride, là. Oui, absolument. Tu sais, ça peut être, je veux dire, c'est pas compliqué. On le sait, je veux dire, ça vient soit de love money, ça vient soit d'une baisse de salaire ou ça va d'un prêt. Hein, malheureusement, on ne peut pas inventer de l'argent, on ne peut pas en imprimer. Donc, je pense que c'est de voir un peu la vision des propriétaires. Moi, je sais qu'actuellement, c'est intéressant pour mon partenaire si je veux le racheter parce que il sait déjà d'emblée que juste avec ma participation que j'ai actuellement, je suis solvable sans réemprunter des maisons puis sans mettre des garanties incroyables parce que j'ai déjà des acquis. Puis pour lui, ben, c'est intéressant parce qu'il sait qu'il y a une option au moins de se faire acheter parce qu'on le sait, il va y avoir énormément d'entreprises à vendre. Là, des gens qui sont en fin de carrière, il y a plus d'entreprises à vendre que de gens qui veulent en racheter. Fait que qu'est-ce qui fait que tu vas acheter cette entreprise-là plus cette autre entreprise-là? Ben, une des manières, c'est de mettre quelqu'un comme ils ont fait avec moi, quelqu'un qui est déjà dans l'organisation, quelqu'un qui est déjà solvable. Parce qu'après ça, sinon, c'est facile. Là. Nous, quand on est de l'intérieur, notre entreprise, c'est la meilleure, c'est la plus belle, c'est la plus fine, puis tout le monde la voudrait. Mais quand tu t'en vas, tu parles à un courtier, puis tu veux vendre ton entreprise, ben, c'est pas inné là, que ça se vend de même. C'est pas évident, c'est pas facile nécessairement à vendre. C'est pas comme vendre une maison. Non, c'est plus complexe. Il y a beaucoup de statistiques assez complexes également à analyser. Puis, question que je te pose, est-ce que l'envie des actionnaires de vendre une participation dans l'entreprise venait du fait que les gars voulaient aller, ou les femmes, je sais pas, voulaient aller à la retraite? C'est-tu parce qu'il y avait d'autres intérêts? Non, à l'origine, c'était vraiment parce qu'ils voulaient aller plus loin. Ah, OK. Fait qu'il y avait besoin de quelqu'un qui est avec une nouvelle dose d'énergie, peut-être une nouvelle vision qui vient donner un deuxième coup d'accélérateur, là. Oui. En fait, c'était vraiment d'avoir des gens avec de l'engagement. Puis, tu peux avoir l'engagement d'un employé qui va t'aider. Bon, tu peux bien le rémunérer, tu peux lui offrir des bonus, un fonds de pension, un truc de même, mais tu es toujours un petit peu quand même à la merci de si cette personne-là se fait côtoyer par un concurrent avec une meilleure offre, ben, c'est difficile d'accrocher quelqu'un. Par contre, quand tu es capable quand tu lui vends des parts, ça a été la journée, moi, que j'ai vu des parts, c'est la journée que j'ai arrêté complètement de penser dans mon esprit qu'il y a un autre job qui existait ou que je pouvais aller ailleurs. C'était ma business, fait que toute mon énergie, elle est là. Puis on le voit, moi j'ai des employés ici actuellement, des gérants, des directeurs de magasins, qui montrent un intérêt, qu'ils autres aussi veulent avancer. Puis je le sais qu'une des meilleures manières de les fidéliser, puis sachant que moi aussi je ne suis pas éternel un jour, puis que je vais vouloir passer la POC au suivant, ben c'est peut-être moi aussi de faire un peu la même approche, de leur vendre une participation. Non pas en me disant hey, ça va affecter ma cote-part d'action, puis je vais tomber à X au lieu de Y, mais plus en voyant, ben, ces gens-là ont une expertise, ces gens-là peuvent m'amener plus loin. Si je veux un deuxième, un troisième, un quatrième magasin, ça prend des gens de confiance qui vont débarrer le matin, qui vont faire les dépôts, qui vont s'assurer que le staff est là. T'sais, vu qu'on vend des produits dispendieux, notre transaction moyenne est entre 2500 et 3000 $. Fait que ça fait des grosses journées. Fait que tu veux avoir des gens de confiance qui gèrent ça, parce que c'est facile, là, sinon, de se perdre, là, puis un vélo qui... L'expertise aussi. Aussi, exact. L'expertise dans notre domaine, oui, tu peux l'acquérir à l'école, c'est comme moi avec mon bac en administration, tout ça, mais la meilleure expertise, c'est quand ton steak est assis devant l'ordinateur ou devant le plancher des vaches avec les clients, puis que tu vois tous les enjeux, les demandes des gens, la gestion du personnel. C'est facile. Étudier la gestion de personnel, c'est une chose, mais être devant quelqu'un que tu dois congédier parce que ça ne marche pas, c'est un autre game ça ne s'apprend pas à l'école. C'est de l'expertise, puis tu fais ça à ta main, puis tu développes des techniques.
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agagne@j7media.com, donc AGAGNE @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Je fais un peu du pouce à ce que tu disais. On en parlait un peu plus tôt. Reprendre une entreprise. Beaucoup de gens pensent vendre leur organisation dans les prochaines années. Comme tu disais, il y a plus de gens qui veulent vendre qu'à un certain point d'acquéreurs potentiels. Je lisais sur le site du CTEQ, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, un excellent site web qui parle de plusieurs techniques, plusieurs astuces quand on pense à faire du reprenariat. Et le site web du CTEQ ont fait un excellent guide. Et dans ce guide-là, il disait que 35 000 entrepreneurs d'ici 2022 qui prévoient vendre ou céder leur entreprise. Et 25 % des entrepreneurs âgés spécifiquement de 65 ans et plus pensent fermer, même pas vendre, pensent fermer leur entreprise d'ici les 5 prochaines années par manque de relève. Je mets les chiffres en contexte pour te poser une question. Voyant ce volume-là intense qui est assez impressionnant d'entreprises qui vont soit fermer ou soit vendre leur organisation, crois-tu que c'est plus intéressant à l'heure actuelle d'aller racheter une organisation ou du moins de la lancer? Parce que lancer une entreprise from scratch, là, comme on pourrait le dire, c'est pas facile. Là, il y a l'air d'avoir un certain potentiel d'achat d'organisation pour les prochaines années. Moi, personnellement, je pense que le rachat est plus intéressant parce que, je veux dire, tu vas chercher déjà une base d'expertise parce que cette entreprise-là a déjà des employés qui ont des connaissances. Cette entreprise-là, normalement, elle a déjà des clients. Elle a déjà un pignon sur rue. Elle a déjà une certaine expertise. Je pense que c'est d'analyser le secteur, d'analyser les chiffres. C'est toujours un peu la même game. Si on est capable d'avoir une entreprise qui a un bon potentiel, qui a déjà eu un très bon potentiel, mais parce que le propriétaire actuellement, bon, qu'il soit malade, puis il est rendu plus âgé, il met moins d'énergie, donc forcément les chiffres baissent. Puis là, un élan de jeunesse rembarque là-dedans, rafraîchit l'entreprise, un nouveau marketing, une nouvelle vision, puis il va pouvoir faire une croissance incroyable. Il y en a pour qui c'est vraiment inné. Des fois, je fais le comparable, c'est un peu comme des gens qui veulent absolument avoir leur propre enfant, puis que l'adoption, c'est pas possible pour eux. Il y en a que c'est no way. Ils veulent que ça soit leur sang de A à Z, là, l'entreprise, là, il faut que ça soit exactement ce qu'eux ont en leur tête, puis c'est correct. Moi, je fais partie plus ceux des gens qui sont plus malléables puis que je vais plus regarder les opportunités. Donc, pour moi, quand j'entends des chiffres comme ça, je trouve que je trouve ça inquiétant. Je me questionne à dire, mon Dieu, c'est un énorme chunk d'entreprises qui vont être disponibles. Mais en même temps, je me dis que c'est le temps de me préparer dans le fond puis d'avoir des liquidités disponibles parce que dans mon domaine, c'est sûr qu'il va y avoir des belles opportunités qui vont arriver à des fois des tarifs qui vont peut-être être plus intéressant que si je les avais approchés il y a 5 ans, quand ils étaient dans le haut de la game. Ben oui, c'est comme quand ils disent dans l'immobilier, c'est-tu le temps d'acheter, c'est-tu le temps de vendre? Là, avec, on enregistre le podcast 10 août 2020, on est encore dans cette période d'incertitude-là avec le COVID-19, avec tout ce qui tourne autour de nous, les chiffres que je viens de sortir. Pour les gens qui nous écoutent et qui pensent reprendre une entreprise, comme tu l'as dit, ayez des liquidités présentement. Il va y avoir des opportunités assez impressionnantes au cours des prochaines années d'entreprises qui peut-être vont bien, mais que le propriétaire veut passer à une autre chose. Il n'a peut-être pas l'énergie de faire toutes les démarches pour aller vendre l'entreprise. Il pense même la fermer. Donc, il va y avoir des opportunités possibles. Puis, tu le dis, créer une entreprise, avoir une base de clients, former des bons employés, avoir un brand, c'est tellement long. C'est tellement long tout faire ces étapes-là. Quand tu es capable d'aller le prendre d'une entreprise déjà existante, ben tu sais, ça va. C'est peut-être un petit peu plus facile à un certain point là, que de tout recommencer directement de zéro. Fait quoi, je pense qu'il y a une opportunité là-dessus. Ben oui, puis je pense juste en fait, selon moi, puis je peux me tromper, mais je suis pas mal sûr, des fois, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de liquidité. C'est vraiment un enjeu de mise de fonds parce que c'est sûr, de partir d'une entreprise, from scratch, tu as un peu d'argent, love money, des amis, tu as un peu d'argent de côté, tu trouves un local pas trop cher. Tu peux commencer une entreprise à moindre coût. Des fois, les gens voient ça comme
plus facile parce qu'ils disaient, hey, je peux partir avec peu, puis versus acheter une entreprise qui a déjà ses bâtiments, admettons, qui a déjà une structure. C'est sûr, il y a un coût. Sauf que de là, l'importance, moi, je pense que c'est plus intéressant d'acheter de quoi qui est déjà en place, mais qui est sous-évalué. Donc, de là, l'important de peut-être mettre l'achat de ta prochaine Mercedes de côté et de garder ton argent pour la prochaine opportunité. Je pense que c'est plus sage. Ben, parce que l'entreprise que tu vas acheter va pas perdre 50% de sa valuation l'année d'après. Exactement. Comme la Mercedes. Hein. Fait que c'est peut-être mieux d'aller te concentrer sur un endroit où est-ce que tu vas multiplier que là, un endroit que tu vas perdre de l'argent directement la deuxième année. Puis, une autre chose, je te pose comme question, parce que ça, c'est un enjeu que j'ai lu également dans le guide que je faisais mention, mais également avec des gens autour de moi, qu'à un certain moment donné, puis ça, c'est vraiment de cas par cas, hein, mais il peut avoir une dynamique où est-ce que reprendre l'autonomie complète de l'organisation est sensiblement difficile parce que la personne existante qui t'a donné la chance de reprendre ses actions a encore les mains mises sur l'organisation. Elle te laisse pas nécessairement faire les changements que tu aurais envie, de prendre les décisions que tu penses qui sont le mieux pour l'organisation. Est-ce que c'est une dynamique que tu as vécue d'avoir pas nécessairement une pleine autonomie sur la vision que tu voulais faire? Puis si oui ou non, ce serait quoi les conseils que tu donnerais aux repreneurs qui nous écoutent aujourd'hui? Je pense qu'à un moment donné, c'est important de... En tout cas, moi, c'est ma vision, la journée que vraiment je vais faire le move. À un moment donné, je pense qu'il faut comme tracer une ligne entre le passé et le présent. C'est important que c'est un actionnaire, surtout souvent, on le sait, ce qui fait qu'il y a un succès dans l'entreprise, c'est que les actionnaires vont être complémentaires l'un à l'autre et non pas, ils ne feront pas les mêmes tâches parce que ça ne sert à rien. Donc, mais tu sais, je pense que la journée que tu veux racheter ton partenaire ou que tu veux racheter une entreprise, bon, d'être guidé, c'est sûr, avec le propriétaire actuel pour qu'il te montre un peu le pattern, puis comment la roue fonctionne, puis bon, avec qui il fait affaire, que ce soit pour la comptabilité, que ce soit pour les avocats, whatever, toutes les ressources. Mais après, une fois que ça c'est maîtrisé, moi, selon moi, il faut tracer une ligne. Faut que ça finisse. On passe à d'autres choses parce qu'effectivement, pour beaucoup d'entrepreneurs, surtout des fondateurs, c'est leur bébé. Leur bébé. C'est comme moi, c'est un peu la situation. Moi, les deux propriétaires originaux n'avaient pas d'enfants. Donc, je suis comme le bébé, si on veut, de la patente. Donc, c'est sûr que quand la transition va se faire avec mon partenaire actuel, ça va être émotif pour lui. Ça va être très, très, très émotif. Ça va être dur pour lui. Mais en même temps, on s'est entendu pour dire la journée que la transition se fait, on a une période transitoire où la personne va rester là comme en support, mais après ça, il faut qu'il y ait une coupure. Comme un parent avec un enfant, maintenant, on coupe le cordon, puis il faut que l'enfant vole de ses propres ailes, puis bon, il faut qu'il tombe à terre, il faut qu'il apprenne en tant que tel, sinon si t'es toujours backé, puis il y a toujours quelqu'un derrière ton épaule qui te dit non, ça c'est pas correct, ça c'est ci, puis ça c'est ça, ben tu t'apprendras pas. Donc, il faut être capable d'avoir une certaine autonomie. Moi, vu qu'on est vraiment, mon partenaire actuellement, moi, il est vraiment plus gestion de bâtisse, comptabilité, puis moi, je fais tout le reste. Fait il se mêle pas de mes patentes, je me mêle pas des siennes. Fait que, chacun fait nos choses actuellement, fait que j'ai une pleine liberté. Mais c'est sûr que la journée que je vais reprendre toute la patente, ben, je ne tiens pas à ce qu'ils viennent me dire 6 mois plus tard, ouais, là, la comptabilité, t'as fait ça de telle manière, puis ouais, là, t'as mis tel argent, à un moment donné, puis je pense que lui non plus, il veut pas. Et ça, c'est clair, nous autres, dans nos discussions. C'est la journée que c'est terminé, c'est terminé. Tu as eu ton chèque, va te reposer, fais d'autres choses. Pas à la plage. Puis c'est au suivant. T'sais. Puis moi, je vais faire mon bout de chemin. Puis quand ça va être à mon tour de transférer ça à quelqu'un d'autre, que ce soit un employé qui a pu se greffer à moi, comme j'ai fait, ben, je vais faire la même chose. Je vais le supporter, mais à un moment donné, je vais couper ça. Puis je vais dire, écoute, c'est plus moi, c'est plus moi. Hein. Et ce qu'on veut, dans le fond, l'objectif, c'est ce qu'on veut, c'est que la compagnie doit être séparée de l'humain. La compagnie, c'est un humain en lui-même, si on peut dire. C'est une entité, exact, qu'on veut qu'il survive aux gens, aux époques, au temps. Puis j'aimerais ça, moi, qu'on puisse célébrer le 100 ans, puis le 125 ans. 125 ans, c'est sûr, ça sera pour moi 100 ans, probablement que ça va être moi. mais tu sais, puis je pense que c'est important. C'est dangereux là, que l'ancien propriétaire reste un peu rôde autour, puis je pense qu'il faut tirer une ligne à main. Ah, effectivement. Puis en même temps, comme tu l'as dit, c'est normal. Hein, c'est le bébé, c'est ton bébé que tu as mis au monde un peu, ton organisation. Puis je lisais, il disait qu'habituellement, là, ça prend 2 à 8 ans là, avant que tranquillement la
la transition se fasse. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu un peu, toi, que tu as vu peut-être les premières années? Ben, je sais que tu n'es pas complètement seul maintenant, mais quand même, j'ai l'impression que tu as plus de responsabilités qu'au départ. Qu'au début, on te regarde un petit peu plus, mais tranquillement, pas vite, on dit, bon, Philippe, c'est bon, là, on commence. On sait que tu es bon dans ce que tu fais, on te laisse aller, puis tu nous feras un bilan aux 3 mois de ce qui se passe. Oui, ben exactement. Je suis chanceux parce qu'on m'a rapidement laissé mon terrain de jeu. C'est sûr que j'avais des comptes à rendre. C'est sûr que si je faisais des moves qu'on perdait de l'argent ou qui créaient des frustrations avec l'équipe ou qui allaient à l'encontre de la vision de la compagnie, ben forcément qu'on se serait assis avec moi, qu'on m'aurait dit, ben là, t'as peu, on va réaligner les flottes. Mais je veux dire, je pense que vu que ça faisait quand même plusieurs années que j'étais ici, vu que je comprends la game, vu que je suis en lien quand même étroit avec mes fournisseurs, donc j'ai une bonne, tu sais, c'est la communication, fait que si je sais exactement c'est quoi leur vision, puis que ma vision, on a la même, on peut travailler ensemble à ce que ça avoir une belle croissance, c'est ça qu'on a fait. Mais c'est sûr, je peux imaginer que c'est vraiment pas évident pour un propriétaire qui fait rentrer quelqu'un dans son organisation, de le laisser aller, puis tu as le goût d'intervenir, tu as le goût de dire, mais tu sais, des fois, il faut que tu t'en retiennes, puis bon, ben, tu sais, c'est de l'apprentissage. On apprend toute notre vie. Je veux dire, moi, je suis vraiment pas tu sais, je pourrais pas me clarifier. Tu sais, jamais je vais me définir comme le king de business. Là. Je veux dire, j'en apprends tous les jours. J'ai des connaissances. Puis ce qui est important, c'est d'être curieux puis de vouloir parler avec des gens qui ont le même intérêt. Puis souvent, ça va m'arriver de parler avec des concurrents puis qui vont m'arriver avec des visions complètement différentes. Je dis, ben oui. À une problématique que j'ai, puis tu as bien raison. Ben, je n'avais pas vu de même. Puis moi, ça fait 3 ans que je travaille dans une autre direction, puis je vois bien que je m'enlise. Puis toi, tu m'arrives avec la solution toute cuite. Ben, c'est ça. Je pense qu'il faut donner la chance aux autres de faire leur classe, comme on dit. Intéressant. Je bifurque un peu sur le volet repreneuriat. Je te parle un peu de la situation actuelle. Bon, tu l'as dit un petit peu plus tôt, vous autres, vous avez eu un rebond, on dirait, des ventes avec le COVID. Comment que ça se passe, cette situation-là actuelle de commerce de détail, de vente en ligne, de confinement? Comment l'avez-vous vécu, vous, de votre côté? Puis tu peux nous parler également de comment que tu vois peut-être l'avenir du commerce de détail. Nous, dans le fond, ici, on gère, je te dirais, depuis 2002-2003, depuis vraiment la nouvelle organisation, on a toujours eu une croissance qui jouait en moyenne entre 10 à 20% par année. Donc, on n'a jamais eu une année en bas de tout. Ça a toujours été 10 à 20. L'année passée, on a eu un petit step là, de plus. Ça avait été vraiment une très, très bonne saison. Donc, on partait quand même avec une certaine pression de vouloir battre l'année, puis on regardait ça. On n'a pas acquéri de nouveaux bâtiments dans les 2 dernières années. Donc, tu te dis, OK, faut que je fasse mieux, faut que j'en vende plus, ou faut que j'en vende des plus chers sans nécessairement modifier mon setup tant que ça. Fait que c'est d'autres approches qui doivent être travaillées. Donc, 2020, cette année, on se disait, OK, ça peut être costaud, mais bon, on va passer au travers comme on a toujours fait. Fait que quand la COVID, nous autres, dans le fond, l'idée, c'est qu'on fait des placements comme fin d'été jusqu'à mi-octobre. On fait des placements, les fournisseurs nous expédient ce stock-là durant l'hiver, puis ils nous facturent ça, donc on paye ça durant l'été en différentes mensualités. Fait que là, dans le fond, quand ça a tombé au mois de février-mars, ben, on peut imaginer qu'on était au plus haut en inventaire ever, avec une tonne de comptes à recevoir, puis il faut fermer à cause de la COVID. Je te dirais que pendant un gros 2 jours, là, quand on voyait ça s'aligner, on savait pas trop où se tirer. Parce que d'un point de vue, d'un certain côté, on avait des fournisseurs qui nous disaient, vous allez voir, ça va être fou, on va manquer de stock, l'Asie livre pas, puis l'Asie livre pas. Mais ça, l'Asie livre pas, ça fait comme 10 ans qu'on dit que l'Asie livre pas, puis c'est drôle, ils livrent toujours. Ça a toujours marché. Fait que il y avait comme un peu de la misère à embarquer dans l'histoire que j'étais déjà haut en inventaire, puis qu'il fallait que je prévoie que même si on doit fermer, qu'à un moment donné, ça va reprendre, puis que tous les fournisseurs vont être fermés, puis qu'il n'y a rien qui va marcher, fait que ça me prend du stock. Fait que j'ai été quand même prudent. Nous, on va dessus, la vente en ligne a repris un peu la relève du magasin physique vu qu'on devait fermer. Et c'est vraiment, là, on peut tirer une ligne. Là, je te dirais que depuis janvier, les ventes en ligne avaient quand même augmenté, mais les ventes ont explosé. Écoute, je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers de pourcents, là, mais j'ai fait des mois...
j'ai fait des méchants mois juste à vendre en ligne. On était 6 dans un petit local, tout comme compartimenté. Prenez commande par téléphone, par courriel. Ça a été les 5 semaines qu'on était fermés. Personnellement, ça a été les 5 semaines les plus épuisantes de ma vie. ça a rentré, là. Mais c'est parce qu'on était, on a fait, je sais pas, peut-être 85% d'un mois d'avril normal, mais à 6 employés fermés, physiquement fermés. Ah, ça a été rentable, c'était incroyable. Ça a été hyper rentable, hyper épuisant, quand même beaucoup de challenges, mais c'est là qu'on a mis tout le système de vente en ligne avec les cartes de crédit, les inventaires, parce qu'on a différents bâtiments, donc des inventaires synchronisés, pour que toute cette patente-là qu'on avait dans notre tête, ben, il a fallu qu'elle marche, puis il fallait qu'elle marche, puis elle a marché. Fait que ça a été vraiment, vraiment excellent. Puis, je suis resté vraiment surpris, on a vendu beaucoup de vélos en ligne, ce qu'on faisait occasionnellement avant. Mais là, les gens ne voulaient pas se déplacer. On expédie partout au Québec, même au Canada. Puis quand on a réouvert, on voyait l'enjeu. Les gens nous appelaient quand le gouvernement a autorisé à ce qu'on puisse réouvrir. Je voyais beaucoup. Quand je dis beaucoup, là, des centaines d'appels par jour de clients qui disaient quand est-ce que vous ouvrez, pourquoi vous n'êtes pas ouvert encore? Puis on leur expliquait que oui, réouvrir, mais il y a des normes à respecter. Puis il reste qu'on est une grosse organisation, fait qu'on se fait quand même peut-être un peu plus. On est un peu plus suivi par que ce soit la CSST ou par la police pour pas qu'il y ait de débordement ou que tout se passe bien. Puis la journée qu'on a réouvert, je pense que c'était un mercredi début mai. Je me rappelle, on ouvrait à midi un mercredi, il y avait littéralement 125 clients, je pense, qui attendaient dehors pour rentrer. Fait que c'est là que j'ai réalisé aussi que oui, on parle souvent de vendre en ligne, l'avenir, les commerces au détail physique, c'est fini, ça n'existe plus. Je pense que ça dépend pourquoi. Parce que moi, je l'ai vu, les gens avaient hâte de venir dans un magasin de vélo, avaient hâte de les voir, les vélos, de les taponner, de voir les casques, de leur toucher, les vêtements. Fait que nous, on travaille vraiment dans un système hybride, comme tu as dit un peu. Puis je pense que c'est là l'avenir. C'est que les gens veulent pré-magasiner en ligne. Ils veulent se faire conseiller en ligne. Donc, ça prend un chat, ça prend un site web qui est complet, ça prend ton inventaire. Puis le vrai inventaire, comment il y en a des magasins qu'ils mettent un inventaire, mais c'est écrit « Contactez-nous pour voir si on l'a réellement ». Non. Le client veut être sûr que s'il se déplace, ça va marcher, puis il va pouvoir partir avec. Fait que ça, on travaille très fort, on a encore des croûtes à manger là-dessus. Mais pour que, dans le fond, ce qui se passe, c'est que le client arrive avec son cellulaire, il a déjà sélectionné son vélo parce qu'il a déjà parlé avec tel conseiller en ligne, il a déjà choisi tous les accessoires. Fait que, dans le fond, c'est juste, il veut confirmer son choix, il veut l'essayer, il va être sûr que tout est correct, mais la vente est faite. Fait que, mais ça prend un système hybride. Je pourrais pas juste fermer le magasin physique et dire hey, je transfère tout ça en ligne. Je pense que ça serait tough. Je pourrais pas faire ce que je fais là, mais vraiment pas. Pas d'ici les 10 prochaines années, certains. Non. Pas d'ici, c'est pas, puis peut-être même 20, puis peut-être même jamais aussi, parce que il y a des produits comme les vôtres, c'est des produits qui sont plus dispendieux, qui vont rester pendant un vélo, tu vas acheter ça, tu vas le garder pendant un certain temps. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que tu vas juste acheter rapidement en ligne. Ton processus d'achat est plus long. Donc, tout dépendant du produit que tu achètes, un modèle hybride fait énormément de sens dans un contexte comme le vôtre. Pour d'autres entreprises, juste vendre en ligne va être assez, mais ça dépend vraiment à la fin de la journée de c'est quoi ton modèle d'affaires, c'est quoi que tu vends comme produit. C'est ça. Non, je suis bien d'accord. Nous, on le dit souvent, nos clients, on vend du bonheur. On vend une expérience qui est agréable. D'aller magasiner un vélo, c'est pas aller chez Gazin Tire s'acheter un marteau. C'est le niveau d'implication, le niveau de plaisir. Quoi qu'il y en a qui j'ai rien contre les gens qui trippent à aller acheter des marteaux, s'il y en a. Mais le feeling, la sensation, de pouvoir l'essayer, de pouvoir discuter de la trail que le conseiller a faite en fin de semaine, puis qu'il a fait avec un vélo similaire, tout ça. Ça, c'est une expérience que les gens aiment vivre en magasin, puis ça va rester ça. Non, définitivement. Petite question personnelle, Philippe, avant de te laisser filer, j'aime toujours se poser des questions par rapport à des contenus d'affaires. Est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que tu lis un peu des livres de business? Je suis un lecteur quand je suis en vacances. J'ai une belle collection de livres. J'essaie toujours d'en rajouter. Je suis pas assidu comme je devrais l'être. Mais oui, de toute façon, j'ai le journal des affaires puis des journaux, évidemment, plus alignés avec mon industrie, le Bicycle Retailer et Cycling Magazine et tout ça, qui sont plus dans mon domaine. Mais sinon, oui, j'ai une belle collection, effectivement, de livres. Y en a-tu un que tu pourrais nous partager aujourd'hui qui aurait marqué ton imaginaire? Il y en a beaucoup.
je pense que j'ai vraiment aimé, c'est Maxwell, John C. Maxwell, les 21 lois du leadership. C'est probablement peut-être un livre qu'on t'a déjà parlé, probablement. Qui est il répond à souvent à beaucoup de questionnements qu'on a. Puis quand des journées que tu te dis, je suis en dehors de la traque, ou c'est moi qui ne comprends pas quoi que ce soit, c'est un livre que j'aime beaucoup me référer. Parce que, tu sais, on le dit souvent, l'école de leadership, c'est quoi? Mais tu sais, ce qui va faire la différence entre une entreprise qui fonctionne, ou n'importe quoi, pas juste une entreprise, n'importe quoi, un projet qui va fonctionner versus un projet qui ne marchera pas, c'est l'engagement que les gens y ont là-dedans, puis c'est la drive, puis c'est la vision. Puis c'est d'être capable de convaincre des gens d'embarquer dans ton histoire, puis d'y croire fermement, puis de plonger avec toi. Puis ce livre-là, je l'aime bien pour ça, parce que je trouve qu'il est toujours d'actualité, même si c'est pas un livre qui a été écrit hier, là, puis même s'il y a des éditions qui ont été refaites et refaites, j'aime beaucoup j'aime beaucoup m'y référer. Je trouve que ce qui est écrit faisait du sens et fait toujours du sens. Les meilleurs livres sont intemporels. Ils vont avoir une pérennité à travers les années. Un des livres que j'aime beaucoup me référer, c'est un livre que Dale Carnegie a écrit, je pense, en 1920, qui s'appelle How to Win Friends and to Influence People. Un des meilleurs livres de communication que j'ai lu de ma vie. Ce livre-là reste dans les classiques encore aujourd'hui, 100 ans plus tard. Donc, des bons bouquins, habituellement, ils ont une très belle pérennité, on va dire ça comme ça, à travers les années. Écoute, ce que tu dis a tout à fait raison. C'est tellement vrai, c'est tellement bon ce livre-là qu'il y a même une l'Université Carnegie aux États-Unis qui existe pour former des gens à partir de ces théories-là sur la manière de communiquer, d'influencer les gens. Donc, positivement, non, t'as bien raison. Je suis curieux, est-ce que tu écoutes des podcasts? Pas beaucoup. Écoute, c'est pas quelque chose que je connaissais tant que ça. Je savais que ça existait. J'ai des collègues ici qui sont très amateurs, mais là, écoute, avec la découverte de ton podcast, ben là, j'ai vu toutes les autres personnes que tu as interviewées. C'est sûr que je vais m'y mettre à écouter. Je vais être curieux un petit peu plus là-dessus. Parce que non, je trouve que c'est intéressant. Ben, c'est ça prend de plus en plus d'ampleur, les podcasts, depuis peut-être 2-3 ans au Québec. Bon, on va faire ça simple, hein, c'est entre parenthèses, une émission de radio que tu peux écouter à n'importe quand, à n'importe quelle heure. Tu sais, c'est un contenu comme les autres. Puis, tu vas voir si tu t'y mets un peu, peu importe c'est quoi le podcast, si t'en trouves un bon, tu vas te rendre compte que ça va faire partie de ta routine. Si tu fais de la marche, du vélo ou peu importe une activité, le podcast s'accompagne très bien quand tu fais une autre chose en même temps. Ça, c'est l'avantage comparativement, disons, une vidéo, que tu peux juste regarder le vidéo puis pas faire grand-chose d'autre. Le podcast s'accompagne dans d'autres activités que tu peux faire dans le quotidien. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime beaucoup ce format de contenu-là, on va dire ça comme ça. Ben écoute, c'est sûr, je vais m'y mettre. Puis, avant de te laisser filer, j'aime ça savoir ça. Moi, je suis quelqu'un qui est très routinier, qui aime ça avoir une routine précise. Est-ce que tu as une routine que tu vas instaurer dans ton quotidien avant d'aller travailler, après avoir travaillé? Bref, y a-tu quelque chose là, de méthodique dans ta manière de fonctionner? J'étais très méthodique le matin où j'allais courir il y a peut-être un peu moins d'un an, mais je me suis blessé. Puis la blessure a fait que j'ai été plus tranquille, je te dirais, là-dessus. Mais je te dirais qu'actuellement, c'est sûr que le matin, en me levant, avec le café, avec ma blonde, ma blonde est une fervente de nouvelles, d'actualité, tout ça. Donc souvent, on va se lever, on va chacun, comme lire rapidement un peu notre partie de nouvelles, puis avoir des échanges là-dessus. Donc, je te dirais, mon petit moment, c'est peut-être mon 10-15 minutes de discussion sur l'actualité avec ma blonde. Ça, c'est à tous les jours, 7 jours sur 7, à la même heure. C'est bon, ça? Ouais, je trouve ça toujours bien le fun. Puis ça part notre journée, je trouve, positivement. Puis, tu sais, on sait un peu ce qui s'est passé, puis tout ça. Puis là, bien évidemment, si le genou veut s'y remettre, ben, il faudrait que je retourne courir. Ça me ferait du bien. Faire de l'entraînement le matin, c'est tellement bon, c'est tellement bon pour le corps, là, c'est impressionnant. Oui, absolument. Puis bon, regarde, je veux savoir si les gens veulent en apprendre un petit peu plus sur Mathieu Performance, meilleur endroit où vous rejoindre, médias sociaux, site web, ça serait où je comprends en apprendre un petit peu plus sur vous? Ben, c'est sûr, sur le site, le site web de la boutique, il y a une belle section là, qui parle un peu de l'historique de la boutique. Sinon, sur Facebook aussi, on est quand même assez présent. Puis, évidemment, des questions plus spécifiques, mais on a un chat aussi. Donc, ça arrive des fois qu'on a des gens qui ont des questions plus business. Fait que le chat m'est transféré directement. Puis c'est moi qui prends la relève, mais il ne faut pas hésiter. On a des questions
n'importe quoi. Les auditeurs veulent en jaser. J'ai dit de quoi qui les a marqués. Ça me fait plaisir de répondre à leurs questions. Ils peuvent passer par le chat, puis je vais faire un suivi avec eux. Bon, ben c'est merveilleux. Philippe Desgagnés, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est un sujet qu'on n'avait pas abordé encore, le reprenariat, puis je pense que tu as donné des très bonnes astuces aux gens qui nous écoutent. Et pour tous ceux qui sont là à chaque semaine pour le podcast Hypercroissance, on se dit à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye. En utilisant les conseils de Philippe et également en suivant le cours de Roland Fraser que je vous ai parlé dans l'épisode 38, vous risquez d'être bien préparé pour faire des acquisitions. Bâtir une entreprise de zéro est très complexe et des fois, c'est beaucoup plus simple de racheter une entreprise existante. Intéressant également de voir que malgré la COVID, l'entreprise de Philippe a été capable de bien s'en sortir en adaptant leur stratégie pendant le printemps. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant: agagne@j7media.com, donc AGAGNE, @J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.